Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez évidemment chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une échéance mensuelle et trimestrielle, même la première de cette année 2024 qui viendra marquer un mois de record boursier, des indices boursiers qui ont marqué de nouveaux sommets du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe, mais d'autres records ont été marqués également du côté du complexe crypto, avec le record historique du Bitcoin, ou encore du côté des matières premières et des précieux, plus précisément, avec le record de l'or à $2200 l'once et quelques au cours des derniers jours et des dernières semaines. Le bilan de cette échéance trimestrielle particulièrement importante, ce sera notre rendez-vous évidemment, comme chaque troisième vendredi du mois, avec les trois sorciers de Smart Bourse qui sont autour de la table et prêts à dégainer pour bien savoir ce qu'il faut faire quand le CAC est à 8200 points et que l'Eurostoxx est à plus de 5000 points. Est-ce que le momentum permet encore d'envisager une poursuite de cette dynamique haussière intacte malgré une correction obligataire, C'est ça aussi qui marque un peu les esprits depuis quelques semaines. Alors que les taux ont corrigé à la hausse, les actifs risqués, eux, ont continué leur progression. Discussion à suivre donc dans un instant avec nos trois sorciers. Et puis comme chaque troisième vendredi du mois, notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Justement, comment investir quand les marchés sont au sommet? Ce sera le sujet de ce quart d'heure thématique à 17h45. Les trois sorciers de Smart Bourse sont donc deux sorties comme chaque troisième vendredi du mois, une échéance mensuelle et même une échéance trimestrielle particulièrement importante que nous allons décrypter avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Jean-Louis Cussac, évidemment Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Laurent. Et Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et bon anniversaire Philippe. Vous un de plus que vous fêtez aujourd'hui, c'est ça à un mois près, ça a été mon 40e année professionnelle, mon 40e anniversaire de présence sur les marchés. Ah voilà, 84-2024. Et j'espère que vous profitez des cadeaux que le marché offre aujourd'hui, parce que quoi qu'on ait acheté, ça a forcément payé. Ouais. On va y revenir. On va y revenir. Ouais. Pas tout. Tout n'a pas payé. De quoi? Qu'est-ce qui n'a pas payé? Téléperformance. Ah oui, d'accord. Non, mais bon, d'accord. Mais je parle au global. Si vous achetez un indice, quoi que ce soit, n'importe quel actif, ça paye, quoi. Euro happy, on n'est pas happy. Oui, d'accord. Sur des single stocks spécifiques, d'accord. Enfin, Téléperformance, ça fait 2 ans que ça paye pas. C'est pas nouveau. Non, mais il y en a. Ça fait 2 ans que ça coupe. Il y a quelques sanctions quand même, malgré les. Bon, du coup, bilan de cette échéance avec vous, Romain. Après déjà une échéance février qui était déjà particulièrement dynamique et positive. Mais effectivement, en février, on avait gagné 5,5%. On en gagne 5,72, 444 points de hausse pour clôturer pour une échéance des marchés dérivés pour la première fois au-delà des 8000 points et de façon tonitruante, 8208 points 60, la compensation du futur CAC 40. Donc oui, une progression impressionnante. Des éléments techniques à probablement expliquer aussi et à confirmer, puisqu'on les avait évoqués, on les avait pressentis et on les avait vécus en partie le mois dernier aussi, au-delà des 7705 points au moment de l'échéance, puisque c'était un plafond de verre. Les opérateurs n'avaient pas envisager sur les marchés dérivés le débordement de ces niveaux-là, et le fait de l'avoir franchi avait déclenché l'accélération haussière. Mais ça s'était produit 2 jours avant l'échéance, donc les conséquences, l'effet avait été moins important. Là, le débordement des 8000 points sur le CAC 40, le débordement des 4900 points sur l'indice Eurostoxx 50, s'est fait il y a 10 jours, jeudi dernier, au moment de la conférence de presse de Christine Lagarde et au moment où les opérateurs ont bien apprécié le fait que les taux baisseraient manifestement en juin prochain en Europe. Et donc ce plafond de verre, ce que n'avaient pas envisagé les opérateurs, a créé des éléments technique à mon sens important. C'est-à-dire que l'intérêt sur les marchés dérivés, les arbitragistes ont une position neutre. Pour eux, la direction du marché n'importe pas. Ils ont un scénario
qui est équilibré entre certains niveaux. En revanche, au débordement de certains niveaux, si mettons que le point d'équilibre c'est 8000 en haut, eh bien si on déborde ce niveau de 8000, il est nécessaire pour eux d'équilibrer leur position et donc d'alimenter un mouvement qui en l'occurrence est un mouvement haussier. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'échéance des 4 ou des 3 sorcières en disant que ce sont des moments importants. Pourquoi 4 sorcières, ce sont les échéances trimestrielles, mars, juin, septembre, décembre. Elles sont plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de volume ouvert sur ces échéances-là. Et puis parce qu'il y a un quatrième type de contrat qui clôture, le contrat sur les futurs sur actions. Alors qu'il y a les options sur indice, options sur actions et futurs sur indice qui clôturent le reste du temps. Donc 4 contrats, 4 sorcières. L'échéance est donc plus importante, les intérêts sont plus nombreux. Donc, les amplitudes sont plus importantes. On parle de la journée, mais en fait, c'est une période. Ce sont les jours qui précèdent qui sont importants, puisque quand on atteint ou quand on déborde ces niveaux, les opérateurs sont obligés de prendre des dispositions. Plus on approche de l'échéance, plus la position nécessaire pour être équilibrée est importante. Si on déborde des niveaux, ça renforce le mouvement. En plus, la spéculation aime bien le momentum en ce moment, elle l'exploite beaucoup. Donc, elle a alimenté un mouvement haussier au-delà des 8000 points sur le CAC 40, au-delà des 4900 sur l'Eurostoxx. Et ce phénomène-là eh bien, a été accentué, on l'a vu. Maintenant, ce qui me fait dire que c'est technique, c'est d'une part parce qu'on a constaté que les intérêts n'avaient pas été ouverts au-delà et qu'on avait dit que c'était une possibilité. Franchement, je ne me l'attendais pas dans ces proportions-là du tout. Ouais. Mais ça existait. Et la deuxième chose, c'est qu'on l'a vu au cours de la séance d'hier, on a reperdu, après avoir été touché à un niveau de record aux alentours des 8214 points sur l'échéance mars, 8223, 26 sur l'échéance, sur les futurs sur le mois d'avril, eh bien on a rebaissé de plus d'1%. Si ça avait été des grosses mains des acteurs forts du marché, ce serait un intérêt fort qui serait né et il n'y aurait pas eu un retracement de telle proportion, à mon sens. Donc, attention à cette séquence-là, d'autant plus qu'il y a eu un peu de vide depuis 10 jours dans cette construction de marché. Il n'y a plus de vendeurs depuis 2 mois, déjà, dans le marché. Il n'y a pas d'intérêt. On va le voir lundi, on le saura en détail, de ce qu'il va rester de cette position ouverte qui est effectivement augmentée, mais pour des questions techniques. Il y a une divergence avec les marchés américains depuis 8 jours qui est très nette. Les indices américains ont commencé une consolidation. On verra ce qu'elle donne la semaine prochaine, notamment avec le rendez-vous de la Fed. Mais on commençait une consolidation. Ça craque un peu. Le vernis craque un petit peu sur les indices américains. On voit des mouvements de consolidation qui se mettent en place. De consolidation. Je n'ai pas dit de retournement de tendance. À moyen et long terme, la photographie reste positive haussière. Maintenant, le Nasdaq a pris 31% depuis le mois d'octobre. Et ces retracements, c'est 2 fois 4%. Et c'est des mouvements qui nécessitent à un moment une pause, une respiration. On peut aussi faire le parallèle très, très similaire avec ce qui s'est produit il y a 1 an, octobre 2022, avril 2023. Le marché est monté de façon tonitruante. Et après, on a stagné pendant 9 mois. Il s'est passé la même chose d'octobre 2023 à, pour l'instant, mars. On sait pas série en cours. On ne sait pas si ça continuera. Je comprends. Mais voilà. Donc, en tout cas, cette dernière séquence aussi, au-delà des 8000 points, 8040 sur l'indice CAC 40 cash, est une séquence qui, à mon avis, mérite une consolidation et qui n'a pas été si soutenue que ça. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait des investisseurs lourds qui aient relancé des programmes d'achat à partir de la semaine dernière au débordement des 8000 points pour payer des plus hauts et en se disant ça repart de plus belle. Des intérêts techniques, oui, des intérêts fondamentaux, durs, pas évident. Je ne crois pas, compte tenu. Alors, encore une fois, il y a eu un petit peu de volume, mais encore une fois, des retracements de plus d'1% comme ça tout au long de la séance, ça laisse des doutes sur la pérennité de cette hausse-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une consolidation latérale. Encore une fois, je ne parle pas de retournement de tendance, mais qu'on ait revisité certains niveaux, ça paraît assez plausible. Bon, Jean-Louis, premier point, on reviendra, mais Jean-Louis, premier point, personne n'était prêt pour un franchissement des 8000 tel qu'on l'a connu depuis 2 semaines. Ah non, mais de toute façon, ceux qui commentent les marchés aujourd'hui, même les analystes, en fait, ils ne commandent pas en fonction de ce qu'ils ont dit dans le passé, puisqu'ils ne l'avaient pas vraiment envisagé. Donc, on voit bien, ça monte parce que c'est bien, donc ça va monter et ça va continuer. Alors bon, ok, mais c'est vraiment ça. Et en gros, on se raccroche à l'idée que si à un moment donné les marchés baissent, c'est pas grave parce qu'ils vont quand même se raccrocher au fait qu'on va bientôt baisser les taux d'intérêt. Il y a le put des banques centrales. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est vraiment. Alors pourtant, on a des chiffres qui sont pas toujours exceptionnels, qui annoncent quelques difficultés. L'inflation, elle a eu du mal, rappelez-vous, à remonter. Et puis là, elle a quand même un peu de mal à rebaisser. Bon, c'est un paquebot, c'est pas un jet ski, donc ça se fait doucement. Mais quelle que soit la couleur des nouvelles macros, c'est positif pour les actions. L'an dernier, l'inflation baissait plus vite que prévu. On avait des surprises à la baisse sur l'inflation. C'était très bon pour les actions. Là, on a quelques surprises à la hausse maintenant sur l'inflation parce que le dernier kilomètre, etc., passer de 3 à 2, c'est compliqué. Ça reste
pour l'instant un momentum positif pour les actions. Alors, moi, j'ai lancé un warning, il y en a eu plusieurs, mais moi, en tout cas, au niveau ce que j'envoie à mes abonnés, je leur ai dit qu'il fallait se protéger, il fallait vendre un maximum de choses. Il y a eu d'abord le signal d'arrêt de Nvidia. Bon. Ouais. Alors, il y a une semaine. Voilà. C'est ça Oui, c'était vendredi dernier, ouais, c'est ça. Vendredi dernier. Alors, plus 5, moins 5. Hein. Voilà. Il n'a pas été infirmé. Bon, il n'est pas vraiment validé non plus. Enfin, ici, il a été validé. Mais je veux dire, comme c'est reparti avec Oracle le lendemain, ça ramenait un peu de velléité à l'achat. Et puis en même temps, il y avait l'avalement moins violent sur le SP500. Donc alors ces deux signaux d'arrêt sont encore en cours, ne sont pas affirmés. Pour le marché américain. Voilà. Hier, il y a eu une bougie de fin de hausse sur le CAC 40, mais qui n'est pas... Alors ce soir, on verra comment ça va finir, mais qui n'est pas encore... le signal n'est pas déclenché parce qu'on n'a pas cassé le plus bas de la veille. Et sur le DAX et sur l'Eurostoxx. Le DAX, lui, il a fait un avalement. Pareil, pas confirmé par une bougie et par une poursuite de la baisse. Bon, ben, l'Eurostoxx, du coup, comme il reprend les deux, évidemment... Ouverture en nuage noir, c'est pas bon non plus. C'est une situation de warning, voilà, où il faut, Mais c'est un warning rouge, c'est un warning orange, c'est... Non, orange. Orange, Moi, non, je sais pas. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit quelques poutres synthétiques, mais là, vraiment, étant donné qu'on ne sait pas où on va, donc j'ai vraiment acheté les calls et vendu les futurs. J'ai même acheté des poutres cet après-midi sur le marché US. Quand j'ai vu que ça baissait, ils ont tapé l'échéance à 14h30 sur le marché américain, sur donc le contrat à terme mars et les options. Il y a encore une échéance ce soir à 21h, décalage. Oui, bien sûr. Il n'y a que 5 heures de décalage. Et à 21h, il y a d'autres options jour, etc. On verra comment le marché va réagir. Voilà. Après... c'est vrai que le marché reste... C'est fou, hein, mais au niveau de la construction, il est toujours costaud. Hein, Alors, on a une volatilité implicite qui est tombée à un moment donné à 10,4. Là, ça commence à être... La complaisance, il faut vraiment que ça soit global. Et là, à part la volatilité implicite... il n'y a pas grand-chose d'autre. On ne peut pas dire que c'est pas le cas d'ailleurs. Les gérants et les spéculateurs ne sont pas vendeurs de poudre comme ils l'ont fait, comme ils l'avaient fait en fin 2019. Donc voilà, ça reste costaud. Et mais quand vous dites voilà. il faut quand même se couvrir un peu et vendre ce qu'on peut aujourd'hui, c'est dans quelle perspective ? C'est-à-dire, le risque, ce serait quoi pour le CAC, pour le marché ? Classiquement, le début de quelque chose, c'est un marché qui baisse de 3 à 4%. C'est rien. Non, mais normalement, dans une tendance de fond haussière. Ouais. Donc, déjà, si on avait 3-4%, ça serait le retracement qui dirait, si vous croyez que ça va y aller encore, il faut y aller. Il faut acheter. Bon. Mais il faut vraiment attendre de voir comment va se faire la baisse. Si, d'ailleurs, elle se fait. C'est-à-dire la vitesse, etc. L'amplitude et la vitesse. Et voilà, il y a différentes choses à regarder. Comment va se comporter aussi la volatilité implicite, le temps que la vitesse des mouvements et puis le temps que ça va prendre aussi. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qu'il faut regarder. Aujourd'hui, il faut quand même dire aux gens que c'est compliqué parce que ceux qui ont fait du stock picking, ils perdent de l'argent parce qu'à un moment donné, ils lâchent une valeur, une belle faut pas se tromper, monte, oui. Et puis ils vont aller acheter une valeur qui est un petit peu en retard, mais massacrée. Ouais. Donc on a même au sein du CAC des divergences extraordinaires comme Téléperformance qui s'est encore effondrée. Versus Publicis, par exemple. EuroAPI, elle s'est effondrée. Et là, aujourd'hui, c'est un bain de sang. Nexity, par exemple, aussi, elle a baissé. C'est quand même assez violent. Air France, Worldline, Forvia, tous ces secteurs, toutes ces valeurs, elles sont massacrées. Et puis voilà, on a vraiment d'autres valeurs qui n'arrêtent pas de monter. Donc, on ne peut pas trop les racheter sur des petits replis. Il ne fait pas bon être contrariant. Ouais, il fait pas bon être contrariant. Il fait pas bon faire... Il faut vraiment... il fallait acheter les ETF et pas bouger, quoi. Voilà, donc c'est dur psychologiquement. Et à un moment donné, quand vous êtes acheteur, vous avez allégé. Vous avez allégé une fois, vous avez allégé 2 fois, et que vous avez un solde d'acheteur qui continue de monter, vous n'êtes plus vendeur potentiel. Donc c'est pour ça qu'on a ces phénomènes d'accélération. Dans l'excès, il y a à la fois les couvertures de Delta, et il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de vendeurs potentiels. Donc il va falloir une redistribution des forces, un sujet d'inquiétude, un catalyseur, peut-être géopolitique, là, parce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ?
Et puis voilà. Bon, mais il en faudra pour casser la hausse, quoi. Ouais, Pour casser le mouvement qu'on a depuis 2-3 mois, il faudra quand même plusieurs coups de boutoir, faut des choses sérieuses. plusieurs alertes, quoi. Enfin, Il faut des choses sérieuses. Mais est-ce que le fait que la Banque Centrale Européenne va faire 3 baisses de taux au lieu de 4, ça va changer la vision des choses? Je pense pas. Pour les investisseurs actions, ça n'a pas l'air d'être... Non. Tant que le prochain mouvement est une baisse, C'est ça. qu'il y en ait 3, 4, C'est ça. ou 2, ou 1... On verra. Ah, mais- S'il y en a que 0, effectivement, ce sera peut-être un problème à un moment. Philippe, votre bilan de cette échéance? C'est pas normal. C'est plus un marché, on sait. Non, mais Ça fait acheter des ETF, je vais me faire tuer en disant ça. Ça fait 20 ans qu'il faut acheter des ETF et dormir dessus, de toute façon. Il n'y a pas de. Disons La que- martingale, disons c'est que celle-là. La profusion des ETF, date il y a déjà presque 20 ans. Bah non. Ouais, ça va vite. Hein. Ben oui. Bon, Jean-Louis dit comme une boutade, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. D'ailleurs, aucun analyste technique n'a jamais vu ça. Dans les annales, on n'a jamais vu 20 semaines de hausse. Alors c'est vrai que Wall Street, ça fait 2 semaines que ça plafonne un peu. On a quand même vu le S&P battre un record il y a 8 jours, revenir au contact du plus haut, et les places européennes qui prennent le relais. Donc si elles avaient un petit peu de retard, elles n'en ont plus. D'ailleurs, l'Eurostoxx fait mieux que le Nasdaq 100, le S&P 500. Donc voilà, cocorico, on est pas mal. Et une bonne partie de la hausse de l'Eurostoxx, on la doit, là, ces derniers jours, une nouvelle fois, au luxe, à l'aéronautique. Grande, belle valeur de qualité, ouais. Voilà, Ouais. donc ça achète toujours les mêmes dossiers. C'est le phénomène de concentration. Hier, Wall Street se maintient à flot plus ou moins grâce à quoi? Grâce aux GAFAM, c'est des titans quoi, qui ont maintenu Wall Street à flot. On voit bien comment sont faits les programmes. Donc je donne encore une fois, et c'est pas la première bien sûr, raison à Jean-Louis, il n'y a pas de vulnérabilité. Il devrait mettre un copyright dessus, parce que c'est vraiment l'expression qui revient dans sa bouche tous les jours. Et là, tous les jours depuis le 30 octobre dernier. Ah bah oui. Il n'y a pas de vulnérabilité. Qui, en l'espace de 40 ans, a jamais vu un marché sans vulnérabilité pendant 20 semaines? Ça n'existe pas. Je Donc, sais pas, j'ai pas compté le nombre de mois, mais on a quand même, c'est un marché qui a quand même En connu 2017, entre 2017, on a vu 11 mois 22 et 23, le marché a quand même connu des choses qu'il n'avait pas connues non plus depuis longtemps. Oui, mais- les indices américains, ils sont revenus sur les niveaux de 2022 aujourd'hui. Alors on les a dépassés maintenant, effectivement, mais oui, il y a eu un gros creux quand même entre-temps, Ouais. depuis 2 ans. Et donc là, C'est ce que je veux dire. Hein. on peut dire que de ce point de vue, l'Europe s'en sort beaucoup mieux que Wall Street. Regardez le CAC 40 Global Return, 24 500 points. Ah, c'est moins cher. On est vachement plus haut qu'on ne l'était Oui, mais c'est moins cher. en février 2022. Oui, mais c'est moins cher. En termes de PER, d'accord. Ouais. Bon. Et alors, puisqu'on parle de PE, tiens, anecdote, comparaison n'est pas raison, mais il y en a qui disent ouais, mais quand même, ça commence à ressembler beaucoup à ce qu'on avait fin 99, début 2000, voilà. En fait, non. Si on regarde bien dans le détail, il y a 11 secteurs qui constituent le S&P 500. 7 sur 11 affichent des PE supérieurs à ce qu'ils étaient en l'an 2000, en mars 2000. Au top de la vague. Il faut quand même y réfléchir. Ensuite, on nous dit, ouais, mais en 2000, attention, on payait très cher, mais des boîtes qui ne gagnaient pas d'argent. Non, elles ne gagnaient pas d'argent. Elles faisaient 0 de bénéfice, mais l'extrapolation, c'était 5 $ en 2003, 10 $ en 2005 et 20 $. Après, Cisco, voilà. WorldCom, AOL, c'est quand même des boîtes qui gagnaient un peu d'argent. Oui, non, à mais l'époque, on est bien d'accord que certaines partaient complètement de zéro, mais on payait une extrapolation de bénéfices. Et aujourd'hui, on fait quoi? Alors, on part pas de zéro, on part peut-être de 2 $, mais si on extrapole 12 $ dans 3 ans, on est exactement sur les mêmes comportements.
C'est pas parce qu'on part de zéro que ça change grand-chose. Ah ouais. Donc, je retrouve quand même pas mal de. Mais c'est des comportements de 99 ou de 97. Vous voyez ce que je veux dire on est plus en 97 ou on est déjà fin 99 bien tassé. Comme c'est la tech et qu'on a des trajectoires qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a connu sur Cisco, oui, l'aspect du marché, ça ressemble à ça. La différence, c'est qu'il n'y a plus un opérateur qui passe un ordre. Ce sont des machines qui reproduisent des comportements qu'on a pu voir fin 99. Et la démonstration est que ces hausses sur 10, 15, 20 semaines, à l'époque, c'est passé sans qu'il y ait d'accident, jusqu'au jour où il y a eu l'accident. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de main faible, il n'y a plus de particulier dans ce marché. Enfin, bon, si aux États-Unis, il y a du retail quand même. Nvidia, oui. Nvidia, c'est la valeur la plus. Le retail est investi au maximum aux États-Unis aujourd'hui quand même. D'ailleurs, il faut remarquer que le retail, c'était lui qui était venu payer Tesla au plus haut et qui avait fait cette hausse furieuse. Et aujourd'hui, le retail a lâché Tesla ou est en train de se faire laminer sur Tesla et est venu sur Nvidia et payé au plus haut. Donc ça change pas trop. Mais la différence avec l'an 2000, c'est qu'effectivement, à l'époque, il y avait des gens qui étaient super optimistes. Dans les restos autour de la bourse, c'était l'euphorie. Aujourd'hui, c'est la machine. Vous êtes tranquillement en train de regarder vos graphiques et vous avez le programme qui travaille. Donc il n'y a pas d'émotion. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté... C'est ce qui vous manque, ça. Euphorique. C'est ce qui vous manque, le côté émotionnel du marché que vous avez connu. Un petit peu dans des ventes aux enchères, des choses comme ça. Voilà, c'est. Mais il y a un moment, quand on a complètement extrait le jugement humain, je me dis quand même qu'il y a un moment, il peut y avoir danger. L'état des lieux des forces en présence, et puis s'il faut crever l'abcès de l'idée d'une bulle, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, Romain ? On n'a pas les éléments d'une bulle, on a les éléments d'une grosse léthargie à court terme, si on peut le dire. Alors, moi, j'appelle ça complaisance. La gradation d'au-dessus, ce serait euphorie. On n'est pas en euphorie. D'accord. On a effectivement un marché qui monte régulièrement. On voit que le narratif change un peu aussi. C'est-à-dire que les chiffres de l'inflation sont un petit peu moins bons qu'attendus. C'est pas très grave. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont un petit peu moins bons aussi. C'est pas très grave. Et puis, on l'explique. Et ça, je me dis qu'à court terme, ça peut déclencher une consolidation. Tout est prétexte à être tourné dans le sens d'une nouvelle positive pour les marchés. Je me souviens qu'au mois d'octobre, c'était le scepticisme en fait. On peut donner la gradation de Templeton. Au mois d'octobre 2022, on était dans la peur. Ouais. En octobre 2023, on était dans le scepticisme. Je pense qu'on passe dans la période d'optimisme. On est rentré franchement dans la période d'optimisme. D'accord. Tout le monde est d'accord et tout va bien. Mais on n'est pas arrivé au stade où tout le monde est surinvesti, où il n'y a plus de limites, où les journaux se mettent à titrer encore quelques titres un petit peu inquiétants. Mais, le scénario de récession de hard landing a disparu du marché. C'est ça en fait qui s'est passé. Le narratif ceux qui s'accrochaient encore à cette idée-là, y compris il y a encore quelques mois, ont été nettoyés. Exactement. Donc on n'a plus ça. Et il y avait 3 options de vente pour une option d'achat au mois d'octobre dernier sur l'Eurostoxx. Il y a 4 options d'achat pour une option de vente aujourd'hui sur l'Eurostoxx. D'accord. On entame l'échéance du mois d'avril. Hyper cool. Voilà. Alors évidemment qu'on est cool. On a de l'avance sur les prix de revient. Qui voulait qu'il y ait peur sur Nvidia? Au pire, les derniers, ils ont acheté vers 750. Ça vaut aux alentours de 950. Il y a de la marge avant de voir des retournements de tendance. Donc, même les derniers, ils sont forcés sur Nvidia. Oui. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les mouvements et l'avalement baissier de vendredi dernier sur Nvidia, il s'est fait avec des volumes qui étaient 2 fois supérieurs au volume habituel. Ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Sur les indices américains, ça fait une semaine qu'effectivement, on entame la séance gentiment, où on remonte, et puis la fin de séance est un petit peu plus lourde, et les volumes sont un petit peu plus lourds dans les mouvements de baisse quand on regarde dans le détail de la séance. Et Nvidia, c'est systémique. Hein. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. On parle d'Nvidia, mais parce que Nvidia est systémique pour l'ensemble du marché américain aujourd'hui. Mais on voit qu'Apple continue à s'approcher de niveaux de support importants, 167 autour. La rupture de ce niveau de support pourrait déclencher un mouvement de baisse un peu plus marqué encore. On voit qu'effectivement Tesla file vers des plus bas. Il y a un niveau de support à 154. Derrière, ça pourrait être 118. Il faut repasser 206 pour qu'il se passe quelque chose. On n'a plus les mêmes comportements sur l'ensemble des valeurs. Ouais. Les autres sont un peu consolidantes, mais Meta, elle a quand même laissé un gap de 15% après ses publications de résultats. Il y a peut-être quelque chose à consolider un peu de ce côté-là aussi. Je ne dis pas que Meta va perdre 15%, mais on a
très fortement accéléré, tout le monde est plutôt cool, et un petit rappel à l'ordre, un petit retour de volatilité qui reste sur le VIX, lui autour de 13-14, donc c'est pas ridicule non plus, mais on a mis un pic au-delà de 15-40 qui est à mon sens le retour en optimisme et donc le retour avec un peu plus de vigilance des opérateurs. On est vite repassé en dessous. Donc il n'y a pas d'éléments d'euphorie, il y a effectivement de quoi être prudent à court terme parce qu'on n'a pas construit beaucoup, toute la toute dernière séquence, je parle vraiment des depuis 200 10 jours, derniers quoi, points, depuis 2 semaines. depuis 2 semaines, 10 jours. Et puis, il y a aussi un élément important à regarder, ce sont les matières premières. Je sais que les curseurs regardés par les banques centrales, et heureusement, sont un peu plus lents que les nôtres devant les graphiques, mais il se trouve quand même qu'il y a le COMO, un panier l'ex Thomson Reuters CRB, qui est un panier de matières premières qui en comprend 30% de pétrole, 20% de métaux précieux, une dizaine de pourcents de gaz, et des métaux industriels comme le cuivre, notamment, indispensable dans la transition énergétique. Ça y est, on sort par le haut, là. On sort par le haut. Il a dépassé 21,35, le TF en question. Il a ouvert en gap haussier encore aujourd'hui au-delà de ce niveau-là. Les volumes s'étoffent. Il y a la construction d'une tendance haussière. On est sorti d'une ligne de tendance baissière. Franchement, pour la deuxième semaine d'affilée, la clôture a lieu maintenant, avec du volume, et on a débordé une ligne de tendance qui était baissière depuis août 2022. On sait en plus, et là je fais appel aux professionnels des tendances de fonds et des cycles de fonds, salut Julien Desbenzal et par exemple et Valérie Gastaldi, on sait que l'inflation, c'est pas un pic et puis ça s'arrête, c'est probablement une tendance de fond. Si on regarde l'évolution des matières premières récemment, c'est le cas, et c'est le cas pas sur une. Le Brent, c'est une tendance haussière, mollement haussière, mais qui se confirme depuis 71, 72, et qui, avec un Brent qui flirte, qui évolue ce soir autour des 85. L'argent déborde un niveau de résistance majeur à 25,32 ce soir. En ce moment, ça ouvre la voie pour aller chercher une trentaine de dollars l'once. Je ne parle pas de l'or, tout le monde l'a vu, la cible c'est 2450 peut-être à moyen terme, là on a un niveau de résistance intermédiaire. Le gaz naturel rebondit sur un niveau de support à 1,67, il est revenu dessus mais il le préserve pour l'instant. Et puis le cuivre, métal de la transition énergétique, est sorti d'une congestion qui datait de 2022 aussi, en sort par le haut, et il y a un potentiel de hausse de 20 à 30% dessus. Ça fait beaucoup d'éléments pour une inflation possible. Vous êtes positif matière première, Philippe ? Complètement. Donc effectivement, l'or... C'est notre précurseur, et on n'a pas bien compris d'ailleurs qu'est-ce qui se passait sur l'or, puisque les ETF or enregistraient du désinvestissement. Alors ça partait évidemment sur le Bitcoin, c'est pour ça qu'on était allé les taux réels montaient, et les taux réels montaient. Oui, donc je veux dire, il n'y avait rien pour que l'or marque un record. Tous les vents contraires, quoi. Ça a soufflé de devant, de trois quarts, c'était pas bon. Et bon, c'est que des banques centrales achètent et continuent d'acheter. Donc là, c'est un signe. L'argent, on sait que le ratio historique 11 d'argent, 11 d'or, ça doit être autour de 60-70. On est à 90 toujours, Alors aujourd'hui, oui, il va se passer quelque chose. Pour l'instant, on est vraiment en soulèvement de la résistance, à confirmer lundi. Mais quand on voit le comportement des autres métaux, puisque là, l'argent, il a été pénalisé depuis des semaines par son côté industriel. Si ça avait été le côté métal précieux, il aurait franchi les 25 depuis longtemps. Donc là, maintenant que l'argent retrouve un momentum aussi avec l'ensemble des matières premières, et qu'on va finir par se souvenir que le ratio or-argent à 90, c'est quelque chose d'absolument intenable. Donc je miserais pas mal sur l'argent. Donc effectivement, ça fait pas mal de petits signaux qui s'accumulent. On se dit, mais où mettre l'argent si on n'a pas de Nvidia, on ne fait pas le benchmark, et qu'est-ce que je vais trouver de mieux ? Là, on est en train de passer du pur virtuel peut-être à un petit peu plus concret. Mais pour l'instant, on a toujours quand même ce narratif, faut pas l'oublier. Bad news is good news. Good news is good news, bien sûr. And no news, bien sûr, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est très bon aussi. Et autre petite astuce, puisque ça a été évoqué par Romain, d'un seul coup, le VIX, le baromètre du stress, paf, -9 en une séance. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui permet encore de piloter le marché et effectivement de participer à la fameuse construction de la hausse. Pourquoi ? Parce que dès qu'on voit qu'il y a un risque de divergence, etc., on a toujours un levier
sur lequel on peut tirer pour éviter de rater le virage, de rater l'épingle à cheveux, de bien rester sur la bonne trajectoire. Donc tout ça est évidemment très très manipulé. Mais là, ça a été complètement évident. Donc j'ai pas mal d'abonnés qui me demandent mais comment est-ce possible? C'est très simple. Un institutionnel, il est par définition vendeur de primes, vendeur de volatilles. Il y a un moment, et surtout à la fin du mois, quand on a été vendeur de calls et qu'on voit que le marché, de toute façon, il est quand même à la hausse, on rachète ses calls. Oui. D'un seul coup, le ratio call-put se dévie complètement. Et on a le ratio. Et on a cette baisse du VIX de 9%. Il suffisait simplement de racheter ces calls sur lesquels on a gagné en plus. Mais ça crée un optimisme et une sérénité totalement artificielle. Small cap. Non, mais ce qui est juste Jean-Louis, pour finir, small cap. ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les actifs risqués et les actifs de refuge montent, tout, pas compliqué. Donc on est vraiment dans une configuration. Sauf les obligations. Hein. Ouais. Bah oui, non, mais très différent de la fin de l'année dernière, où là c'était un rallye et obligataire et action. Et là, on a une. C'est quand même une grosse classe d'actifs. Les long terme là-dessus, ça ne devrait pas non plus partir en vrille. Donc on a une psychologie très particulière. En fait, tout simplement, je pense que les gens se disent que, enfin globalement, que on a passé tellement de moments épouvantables et qu'après tout, on s'en est bien tiré, qu'après tout, tout finit bien et que tout est remonté. On oublie que tout finit bien. En tout cas, tout finit pas aussi mal que ce qu'on aurait pu craindre. C'est toujours l'histoire depuis 2 ans. On est passé par 3007, on vaut 2002. Non, mais c'est l'histoire depuis 4 ans. Voilà, effectivement. Oui, depuis le point bas de 2020. Donc, pour l'instant, si vous voulez, on est plus en 1997 qu'en 2000 au bord de. On n'est pas à février 2000 encore. Voilà, Quoi. on n'est pas là. Surtout en 2001, c'est là que ça a commencé à accélérer en 2001. Parce que le plus haut, c'est en septembre 2000. Et donc, voilà, on a des marchés qui, pour l'instant, restent vraiment. Grâce à cette euphorie, moi je pense qu'il y a comme phénomène un peu d'euphorie. La complaisance, pour moi, c'est la construction. Donc, quand je parle de complaisance, pour moi, c'est la construction. Donc, là, on est toujours dans l'euphorie, tout va bien et tout va continuer ainsi, voilà, jusqu'au moment où ça va, évidemment, ça va alors, pas durer. dans ce qui ne monte pas, franchement, alors, les matières premières se réveillent, les émergents se réveillent également, ça surperforme depuis peut-être le mois de février. L'Europe surperforme le Nasdaq, etc. Et du côté des small, il n'y a pas encore de... les mid et small, hein, globalement, de toute façon... c'est quoi, c'est la dernière carte du puzzle qui manque Ils n'y auront pas. En fait, il n'y a pas assez d'équité, il y a des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus, comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Donc là, c'est pour ça que l'idée d'acheter une action sans passer donc par un ETF ou en tout cas avoir un fonds géré par une société de gestion diversifiée, etc. Les gens n'ont pas envie, je pense, globalement, que ce soit les gérants, les particuliers, de miser sur une valeur où le lendemain on t'annonce un truc où ça paie, comme EuroAPI. Allez, ça divise par deux tous les 3 mois EuroAPI. Voilà, non, mais c'est incroyable. Ils ont tout dit, soi-disant, tout va bien. Et maintenant on nous ressort des trucs gravissimes. Et elle repère encore énormément, comme Téléperformance. Bon, est-ce que ça a été est-ce qu'on est surjoué, enfin est-ce qu'on a surréagi? Je sais même pas, parce que c'est difficile de se faire une idée en plus. Donc, EuroAPI, la capitalisation n'existe plus, quoi. Non, mais Sanofi s'est débarrassé là pour le coup d'un problème. Oui. On comprend peut-être mieux pourquoi ils l'ont effectivement spiné il y a un peu plus d'un an. Donc non, moi je ne crois pas que les valeurs, les mids vont rattraper. Non, d'accord. Je pense pas. La configuration, là, le schéma actuel ne permet pas ce déclenchement d'un rattrapage de l'économie qui est prévu en Europe. Elle va surtout favoriser les grosses, pas les petites, pas les moyennes. Non, on voit bien qu'il y a quand même des difficultés pour ces sociétés à annoncer des guidance, etc. Romain, sur le compartiment, mid et small, enfin voilà, quand on descend, plus on descend en taille, plus c'est compliqué. Bah ouais, j'ai l'impression que ça se met difficilement en place. On dit généralement que c'est la dernière phase des séquences de hausse du marché, donc ça veut peut-être dire qu'il y a encore de la place. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de signaux très clairs. Il y a beaucoup de stock picking. On l'évoquait déjà il y a 3 mois en disant que ce serait probablement l'année du stock picking.
je ne pensais pas avoir raison à ce point-là. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile aussi, il faut le dire. Oui, c'est ça. Quand on dit stock picking, c'est pour le pire ou le meilleur. Pour le pire ou le meilleur, d'une et certaine il faut manière. reconnaître que c'est pas évident. Maintenant, il y a de belles histoires qui se mettent en place. Il y a des dossiers, on l'avait évoqué aussi précédemment. Ruby qui ressort d'une consolidation. Matière Il y a première. comme Esker qui a des configurations solides. Il y a Elis qui se comporte très bien aussi. Ouais. Puis si on va aller chercher sur des grosses, un peu en retard, qu'on avait oublié, qui sous-performaient depuis longtemps, il y a Accor qui se comporte très bien. Essilor qui était bloqué sous un niveau de Oui, résistance. donc là, on n'est depuis plus dans les 2 ans. small. Voilà, Oui, je veux c'est dire, du stock c'est picking. du stock Oui, picking. d'accord. Je parle Ah ouais. de celles qui Ouais. marchent bien. Et puis, il y a des dossiers qui reviennent aussi. C'est pour ça que, sinon contrarié, en tout cas, de connaître les dossiers un petit peu en détail, c'est pas mal. On avait beaucoup évoqué Vallourec. Ouais. Vallourec, alors, il y a plusieurs choses. Il y a une recovery. Il y a, depuis 2020, un blocage sous un niveau de résistance majeur. Et puis, un changement de direction, un désendettement. Et puis une sortie au-delà de 14,48, 14,50, qui est 15, qui permettent de laisser penser une recovery. Il y a ArcelorMittal qui entre au capital. C'est quelque chose qui se passe et qui probablement ouvre du potentiel haussier. Ça renforce encore la qualité Ça du encore dossier renforce Vallourec la aujourd'hui. qualité du dossier. Donc il y a Je vois Jean-Louis qui fait un petit nom Non, de la il y a tête. tout Mais vas-y, il y a Romain. il y a tout un storytelling aussi au-delà de ça qui est intéressant, c'est que eh bien, la technologie de tube sans soudure permet d'enfouir le CO2. Enfouir le CO2, on peut discuter du bien fondé de le faire ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on participe à la Ça fait partie décarbonation. des solutions, du panel de solutions qu'on recherche solutions aujourd'hui. qu'utilise Total Oui. Energy aujourd'hui pour décarboner. Oui. Donc, il y a des éléments comme ça. Donc, et ça, c'est le début de quelque chose qui se met en place. Donc, il y a des valeurs comme pour les plus petites, Beneteau qui repart récemment, etc. Donc, je crois qu'il faut aller chercher des dossiers comme ça. SPI, c'est pas tout petit, mais ça continue à payer. Non, mais là, vous citez quand même des noms, même dans les mid. Enfin, c'est des boîtes très bien connues, bien gérées. Enfin, voilà. Donc, qu'on ont quand même on une est surface pas de capitalisation. C'est pas de Pour la- les small, il y a eu un frémissement Oui. de novembre à janvier. Ouais. Depuis, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Je pense qu'il est pareil, ça partait tellement bas qu'il va falloir construire. Et là, il va falloir regarder les dossiers dans le détail et voir individuellement sur les small lesquels vont pouvoir repartir avec une construction, ne serait-ce que graphique, qui va être plus ample que les petits mouvements qu'on a construits en quelques semaines. Et donc, il va falloir quelque chose de plus lourd. Pour l'instant, c'est pas flagrant. Maintenant, je pense qu'il y a encore une fois des dossiers qui ont de quoi repartir largement. Et puis, il y a des opérations. Hein. Et il y a beaucoup d'opérations. Il y a beaucoup d'opérations. Believe, Chargeur, on voit qu'il y a de l'activité de ce côté-là. Moi, je pense que ça aussi, ça va être l'ouverture. Encore des opérations dans ce sens-là. Donc, pareil, des dossiers en fondamental cette fois-ci à regarder. Believe, ça m'intéresse parce que c'était un emblème French Tech mis en bourse il y a 2 ans. On verra comment est-ce que le dossier est clôturé pour la sortie de bourse, parce qu'il y aura peut-être de la surenchère. Mais là, pour l'instant, le prix qui est affiché pour sortir, c'est un prix qui est inférieur au prix d'introduction d'il y a 2 ans. Hein. Donc c'est quand même, je veux dire, ça donne pas une super image non plus Pas évident. Et les introductions de la bourse et des IPO. Hein. Jean-Louis. Non, sur Vallourec, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai investi, donc j'ai tout sorti là. Ah. Non, mais j'y crois, la boîte est, D'accord. est Vous croyez, bonne. mais vous avez tout vendu. Oui, parce que d'abord, j'ai lancé un warning, donc je respecte mon Oui, truc, d'accord. j'essaie d'alléger des Ouais. valeurs. Et je pense que le fait que l'opération va avoir lieu au second semestre, ça va être une force de rappel un peu, enfin en tout cas, ça peut empêcher le titre d'évoluer, parce que quand on va faire le deal, ça m'étonnerait que, enfin peut-être, j'en sais plus, mais Ça a été annoncé, donc Arcelor rachète les oui. 28% d'Apollo. Non, mais c'est pas fait, c'est pas là que c'est fait, ça sera fait dans quelques mois. Oui, C'est au second semestre. oui, d'accord. Mais on a les termes du contrat, Oui, on a enfin, le prix, on a tout ça. Oui, le bloc changera de main. 14,64, mais est-ce Le que bloc changera de main, d'accord. Oui, ça va se faire. Oui, trouve oui, que je comprends. parfois, ça peut échouer, je sais pas. Oui, oui. Mais voilà, le fait que c'est ça qui m'ennuie. Après, dans les recoveries, il y a CGG, par exemple. Mais CGG, c'est une penny stock, donc les fonds ne peuvent pas l'acheter parce que ça vaut 0,4, par Ouais, exemple. Vous voyez ouais. mais ça, moi, j'y crois. Donc, c'est vrai que j'ai... Bon, mais c'est un cran en dessous, quoi. C'est pas. Ah, c'est- Non, mais je veux dire, c'est comme vous dites, c'est une penny stock, c'est pas le même. Oui, parce qu'elle vaut 0,4. On Mais joue pas si dans on- la même ligue. Si on l'a regroupée, ça serait mieux. D'accord. Vallourec a été dans ce cas-là. Donc, après, tu as cité Esker. Pourquoi aussi Esker a beaucoup monté? Donc là, c'est les logiciels, hein, Escar. Oui, parce que pour la première fois, je crois que c'est le patron qui n'a pas fermé la porte à une éventuelle OPA. S'il y avait une OPA, on serait peut-être à l'écoute. Donc c'est ça aussi qu'a lancé Esker. c'est ce qui Elle est se passée passe dans ce de 100, marché. elle a accéléré à partir de 140 là, avec ce genre de phrase quoi. Donc il y a Ruby, il y a le dividende exceptionnel. Enfin moi Ruby c'est une de mes plus grosses lignes, donc j'y crois. Hein. Il y a un gros rendement. J'en fais un bout de temps que je les traîne. Et voilà, c'est du long terme. C'est un vieux diesel. Hein, Ruby. Philippe. Elle est sortie d'une grosse congestion. Philippe, ça vous intéressait les small il y a, le mois dernier ou le mois d'avant Je ne me souviens plus.
mais ça vous intéressait? Mais la thématique, en fait, reste la même. J'ai malheureusement pas... Il n'y a pas de grandes nouveautés. C'est toujours... le PDG qui en a marre de voir sa boîte qui végète et qui va la sortir. Éventuellement, des possibles rapprochements. Mais pour l'instant, ça frémit pas. Et puis malheureusement, c'est pareil aux États-Unis. Le Russell 2000. Le Russell 2000, il est scotché au 2000. Alors bon, il est peut-être mieux qu'au 1er janvier. Mais enfin bon, c'est quand même... C'est pas la remontada. C'est quand même pas la remontada. Et parmi les valeurs très très peu valorisées, puisqu'on va parler de ça, parce que les small limits, c'est pas un cas particulier, il y a aussi les valeurs minières. Je ne sais pas si vous avez regardé la valorisation relative du compartiment minier par rapport au S&P, c'est le plus bas de 25 ans. Par rapport aux bénéfices distribués, alors cherchez pas, c'est pas des valeurs de rendement, les minières, mais on a facilement 2,4, 2,5. Oui. On est quand même on est au-dessus maintenant du rendement moyen du S&P, je parle même pas du Nasdaq. Et surtout, la valorisation globale, elle est aussi aux oubliettes. Et là, on a les métaux qui grimpent de partout. On en a parlé. Pour l'instant, ça ne se reflète pas du tout. Alors, je ne vais pas vous faire la liste totale, mais enfin, BHP, Billiton, Anglo-Américaine... c'est des boîtes qui ont connu le contre-coup de 2022 aussi, en 2023. Je veux dire, il y a eu effectivement de telles tensions sur l'approvisionnement, etc. Il y a eu un gros contre-coup pour ces boîtes-là. BHP a énormément coupé son dividende, par exemple. Oui, mais il y a eu des périodes compliquées. Mais par exemple, à la Bourse de Londres, peut-être plus encore que sur le S&P, le poids relatif des conglomérats miniers par rapport à ce que c'était en 2001, c'est devenu un micro-secteur. C'est quand même assez incroyable. Il faut qu'on dise un mot des cryptos et du record du Bitcoin, Philippe. 73 000. Dans un univers où tout monte. Et là, 67 500. Donc on a perdu quoi, 10% là déjà? Par rapport à la nuit dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé à 2h30 du matin. Pouf 73 200. C'était un gros niveau de résistance. 73 200, c'était la duplication du range précédent. Et tout le monde a vendu sur ce niveau-là. 73 200, il y avait une extension possible à 75 900. Il y a des programmes pour il n'est pas 2h30 partout. Oui. Ah non, mais bon, il y a des ça veut dire que c'était au Japon, c'était où? En Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud, ça compte encore pour le Bitcoin, mais il n'y a pas une nouvelle, il n'y a rien eu. Bon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très... c'est vraiment insaisissable. Mais là, on est quand même à plus de 10%, donc pas en 24 heures, en même pas 18 heures. Et là, on est face, je ne dis pas de bêtises, mais on est face à plus d'une semaine de hausse. Oui, ce qui n'est pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle un avalement baissier. Là. D'accord. Oui, et puis si on parle... Donc pour vous, il y a un coup d'arrêt là. Ah oui, évidemment. C'était une grosse résistance, 73 200. Donc on va pas vers les 73 200, 75 900, c'était un très gros niveau de résistance. C'était la duplication du range précédent qui avait déjà été débordé rapidement. Si on parle d'algorithme et de marché de momentum, lui, c'est l'exemple absolu. C'est-à-dire qu'il y a 99,9% du flux qui n'est pas humain dessus, c'est complètement automatisé. L'intérêt pour les traders, c'est qu'il y a une histoire de volatilité en une journée ou en une séance qui est celle de plusieurs semaines sur les indices. Donc évidemment, les traders algorithmiques sont ravis de brancher leur robot dessus, ça va encore plus vite. Donc dès qu'on touche des niveaux, on duplique un range, on va chercher la cible, et les niveaux techniques et graphiques marchent extrêmement bien. Donc premier support, c'est 58 800, 61 400, la zone. L'alerte, elle est lointaine, c'est 51 000 maintenant. Donc l'alerte, je parle vraiment de retournement de tendance. Donc ce sont des mouvements d'excès, et pareil, ça se travaille très très bien, c'est hyper spéculatif. Le fond, pour l'expliquer, c'est difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que il avait été précurseur dans le mouvement de hausse qu'on a connu sur les indices. Il est peut-être précurseur dans un mouvement de consolidation aussi de ce côté-là. Donc à surveiller dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Bon, on a la clôture définitive du cash. Oui, ça c'est c'est bien essoufflé quand même. On a perdu 0,5%. Je ne sais pas si vous avez les volumes, Romain. 7 milliards 9. Donc il y a du volume. Donc il y a du volume, mais ça, c'est échéance trimestrielle de mars. Des échéances sans volume. Ouais, mais trimestriel de 8 milliards, c'est moyen. C'est moyen. Il y a eu 1 milliard. 8 milliards, c'est pas mal. 8 milliards, c'est pas, à mon sens, c'est pas mal, même si ça s'explique en grosse partie pour les considérations techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était à 8212 et qu'on clôture 0,5% plus bas, comme hier. Donc, vous voyez, quand on considère que ce mouvement n'est pas très étayé et qu'il y a beaucoup de techniques, on a été tiré. Il n'y a pas de relais, quoi. Il n'y a pas de relais. Et en revanche, pendant ce temps-là, New York, ça fait que de consolider, que de baisser. Donc,
pas des plongeons, mais c'est dire que voilà, cette séquence-là, elle est à prendre avec des pincettes et on a voilà, pas beaucoup enfin, un marché qui était un peu en lévitation ces derniers jours et qui va avoir. Donc on n'est pas du tout acheteur agressif sur ces niveaux-là, on est même plutôt peut-être à alléger des positions. Non, je pense on est allégé des positions complètement. On a du cash, bien sûr. On prend du bénéfice. On va regarder les dossiers, les indices. On va attendre de voir non pas le discours de Jerome Powell, mais la réaction au discours de Jerome Powell, puisque encore une fois, bonne nouvelle, tout est a priori bien interprété. Ça fait quand même 10 jours qu'aux États-Unis, c'est plus le cas et que ça grince un peu des dents. Les chiffres de l'emploi excellents vendredi dernier aux États-Unis, les chiffres mensuels, sont terminés sur un gros contre-pied quand même. Donc là, les acheteurs ont plus la main. Il n'y a pas de pression baissière, même si on a détecté un tout petit peu sur les futurs américains depuis 48 heures. C'est vraiment tout petit. Il n'y a pas de gros vendeurs dans ce marché-là. En revanche, alléger, prendre un peu de bénéfices. Après un rallye, ça paraît légitime, ouais. Quel schéma vous avez en tête là pour le post-échéance trimestrielle? Moi, ce que j'espère, c'est qu'on revienne vers 7735, donc c'est précis, en me disant peut-être qu'on aura des belles affaires à... D'accord, donc c'est les 3-4% de retracement. C'est un petit peu plus. Un peu plus, d'accord. Oui, parce que je dis... Mais ce serait un moment d'intervention déjà. Voilà, le 3-4, c'est quelque chose qu'on rencontre naturel, assez souvent. Vu l'ampleur de la hausse, on peut penser peut-être qu'il y aura davantage. Un peu plus, donc j'aimerais bien cela. Alors après... On rentre quand même, il faut que les gens l'aient en tête, dans la période de distribution des dividendes. Oui, c'est vrai. Donc ça, traditionnellement, c'est aussi quand même un point positif, on va dire, pour les marchés. En général, sont plutôt en progression. Ouais. On a envie de détenir des entreprises et des valeurs qui vont détacher du dividende. D'ailleurs, c'est au mois de mai qu'il y a beaucoup de détachements. Avril, même, ça commence. Surtout, mai, juin. Mais là, surtout, c'est que les recommandations qu'on voit par-ci par-là, c'est il faudrait acheter des valeurs à dividendes, il y a peut-être moins de risques, voilà, des cycliques. Philippe, pour conclure, je vais finir sur du classique. Vraiment, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, la tendance est notre amie, donc la tendance, elle est boule sur l'or, elle va être boule sur l'argent. Elle est boule sur le pétrole, on a effacé les 83,70 sur le Brent, donc pour moi, il y a un boulevard jusqu'à 88, et ça va pas être très très bon pour les anticipations d'inflation. Bon, rendez-vous avec les banques centrales la semaine prochaine et la Fed, notamment avec la nouvelle série de projections économiques, la conférence de presse de Jérôme Powell qui sera évidemment le marqueur de la semaine prochaine. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve dans un mois pour la prochaine échéance des marchés. Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchat. Bon anniversaire encore Philippe, les éconoclastes et la bourse au quotidien. Chaque troisième vendredi du mois, après les 3 sorciers de Smart Bourse pour le décryptage technique de l'échéance, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un moment de pédagogie boursière. Louis Yang est à mes côtés en plateau, le cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Dans le sillage de ce qu'on s'est raconté au terme de cette échéance du mois de mars, depuis un mois, on voit des records boursiers dans tous les sens, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et donc la question que vous vous posez et les réponses que vous nous apportez, c'est de savoir comment est-ce qu'on investit actuellement dans un schéma et dans une configuration de marché où la plupart même les indices boursiers majeurs sont tous au sommet. Exactement, on a des bull runs partout sur les différents indices, mais sur d'autres classes d'actifs aussi, on pourra aborder ce sujet aussi. Donc du coup, on est sur un sentiment de marché optimiste, voire trop optimiste. Donc faut faire très attention au FOMO, donc le fear of missing out, c'est-à-dire se dire j'ai des avoirs, j'ai l'impression que j'ai raté le coche, ça continue de monter, j'ai envie de rentrer. Justement ça, c'est une erreur à pas faire. Faut faire très attention. Il y a des bull run, mais il ne faut pas y aller les yeux fermés. Il faut, je pense, comme ce qu'on dit depuis un petit moment ensemble, se poser avant et bien définir son profil investisseur. C'est la base de tout. C'est-à-dire, quel est notre objectif, pourquoi on investit. Si on investit pour financer une acquisition d'une résidence principale d'ici 5 ans, on ne va pas faire la même chose que si on veut préparer sa retraite. Le couple rendement-risque va être différent, l'horizon de placement va être différent. Donc ça, c'est le premier
le premier point majeur. Là, c'est des moments intenses pour la psychologie de l'investisseur ou du trader particulier. C'est ça, Louis. Oui, et c'est le moment où il faut se reposer. Pourquoi j'investis ? Pourquoi je suis dans les marchés ? Pourquoi je suis en bourse ? Est-ce que c'est pour le thrill, l'excitation que ça peut procurer ? Et très bien, ça peut être ça peut être du trading. Ou est-ce que j'ai une logique patrimoniale derrière qui m'accompagne ? Et à ce moment-là, effectivement, les enjeux sont différents. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on investit avec une logique patrimoniale, avec des objectifs définis sur un horizon de placement défini ? Ou est-ce qu'effectivement on est dans le trading, dans l'excitation du moment, parce qu'effectivement il y a des opportunités aussi, mais il faut bien savoir ce qu'on fait et en fonction de ce qu'on veut faire, on a des approches différentes. Justement, reprenons un peu la hiérarchie des risques, et toute classe d'actifs confondus d'une certaine manière, dans quoi on investit quand on est vraiment averse au risque et qu'on veut ne pas prendre de risque. Alors, il y a toujours un risque à investir, mais quand on veut vraiment réduire au maximum le risque qu'on prend. Je pense que si on veut réduire le risque actuellement, si on veut vraiment zéro risque, même s'il y a toujours des risques de faillite, voilà. Mais disons que sur des placements sans risque qu'on va qualifier de classiques, il y a les livrets d'épargne et il y a les comptes à terme. Il faut savoir que dans le contexte actuel, c'est des placements qui restent très intéressants, notamment les super livrets, les livrets boostés, où on peut avoir des performances boostées à court terme à plus de 4%. Sans risque, donc ça c'est très intéressant. Et sur les comptes à terme aussi, on a des comptes à terme qui sont intéressants. Donc pour les personnes qui veulent du sans risque, c'est des placements qu'il faut privilégier. Petite subtilité sur les comptes à terme, généralement, plus l'horizon de placement est long, plus la rémunération est intéressante. Là, dans le contexte actuel, c'est plutôt le contraire. Si on veut des belles performances de compte à terme, on en trouve à plus de 4%. Bah là, c'est plutôt sur du court terme, sur 6 mois, 9 mois. Au-delà, ça sera inférieur. Donc ça, il faut garder ça en tête. C'est un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. Les taux est inversé. Voilà, exactement. Exactement. Et vous dites c'est intéressant parce que oui, les banques centrales n'ont pas encore baissé leurs taux, donc les taux de rémunération sur du monétaire à court terme sont encore hyper intéressants et supérieurs à l'inflation constatée aujourd'hui. Exactement. Donc si on veut pas de risque, c'est idéal actuellement. À court terme, moi j'entends, parce que sur le long terme, il faut toujours investir. Et puis il y a une autre option qui est plus récente, c'est les courtiers en bourse, notamment les néo-courtiers en bourse, qui proposent des comptes rémunérés. Donc en fait, c'est le cash qui n'est pas investi, qui est rémunéré avec des performances aussi autour de 4%. Donc c'est très intéressant et ça permet justement de couvrir ce que je disais en préambule, c'est-à-dire ne pas tout investir d'un coup maintenant, attendre qu'il y ait des opportunités. Ça, c'est quelque chose qui, justement, avec ces comptes rémunérés, ce serait bête de s'en priver. Et 4% parce que la BCE rémunère aujourd'hui les dépôts à 4%. Le taux de dépôt, comme on dit, de la Banque Centrale Européenne est toujours fixé à 4%. Si on est prêt à augmenter le niveau de risque d'un cran, qu'est-ce qui s'offre à nous dans le contexte de marché actuel, Louis ? Je pense que là, du coup, si on veut monter d'un cran, ce qui peut être intéressant, c'est les obligations et l'immobilier. C'est deux classes d'actifs qu'il ne faut pas oublier. Surtout qu'on a différentes manières d'investir dessus. Une manière assez simple et relativement accessible, liquide, c'est via un contrat d'assurance vie. Donc, je ne vais pas revenir sur les avantages du contrat d'assurance vie, mais ça peut être intéressant de se positionner sur les obligations via un fonds euro, ce qui est plus simple. Et les fonds euros, pareil, c'est un peu le retour des fonds euros depuis le début d'année avec les taux de l'année dernière. Ça a enfin inversé le rendement. Et pour cette année et pour l'année prochaine, il y a aussi de nombreux assureurs qui proposent des taux boostés. Parce que la période est propice, ils veulent capitaliser sur le contexte actuel pour attirer des nouveaux capitaux, de nouveaux clients. Donc il faut privilégier ce type de contrats d'assurance vie qui ont des fonds euros boostés sur des périodes cette année, l'année prochaine, en sachant qu'en plus il y a des boosts si on prend des unités de compte à risque. Donc ça permet justement à celui qui veut monter un petit peu d'un cran d'avoir du sans risque avec le fonds euro qui est boosté grâce à une poche unité de compte plus ou moins importante en fonction de son profil de risque. Donc ça, c'est pour la partie obligation. Au niveau de l'immobilier, on peut le faire via un contrat d'assurance vie aussi, via des SCPI par exemple, des OPC, des SCI. Alors là, évidemment, on en a pas mal parlé. C'est un secteur qui est en difficulté. L'année dernière, il y a des parts qui ont été dévaluées. Ça continue. Ça continue. Pour les SCPI existantes, il y a encore des dévalorisations de valeur de part. Oui, exactement. Et ça va continuer. Donc du coup, il faut être très sélectif. Il faut privilégier du coup des SCPI récentes
avec aussi une approche de frais qui est différente. Du coup, ça, c'est plutôt peut-être des CPI qu'on va prendre en direct, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles sociétés de gestion immobilière qui vont proposer une approche de sélection d'actifs, de gestion de frais qui vont être différentes. Donc, plutôt regarder celles-ci, ou alors parmi les anciennes, sélectionner celles qui ont réussi à maintenir la valeur des parts, voire augmenter. Certaines ont augmenté. Bien sûr. Regardez les sous-jacents, regardez aussi ce qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y a pas un immobilier, il y a plein de secteurs immobiliers différents. Il y a des thématiques, il y a la diversification européenne. Donc oui, il y a beaucoup de choses à regarder. Et du coup, faut pas délaisser cette classe d'actifs, faut aller regarder, mais et pas investir aveuglément en se disant une SCPI, c'est forcément du rendement garanti. Non. Voilà. Non. Oui. L'année passée nous a montré que non, c'était pas le cas. Pendant 10 ans, ça a très bien marché, mais il y a un moment où il y a un petit rappel à l'ordre, effectivement, de ce point de vue-là. Sur la partie action, qu'est-ce qui vous paraît être le plus intéressant pour, alors, à la fois prendre plus de risques, mais en même temps, encore une fois, et c'est le sujet, investir dans des marchés actions qui sont au sommet aujourd'hui, sur le plan des indices, en tout cas. Je pense que c'est important d'investir, quoi qu'il arrive, même si c'est marché haut. Ce que je déconseille, c'est d'investir une somme importante, tous ses avoirs d'un seul coup, en se disant il y a une grosse opportunité, je vais me positionner. Non, en fonction de son profil de risque et de ses objectifs, horizon de placement, il faut déterminer un montant qu'on peut investir régulièrement via un plan d'investissement. Je pense que le plan d'investissement aujourd'hui, ça fait vraiment sens parce que les marchés sont hauts, donc ça permet de lisser dans le temps le risque, mais de continuer à se positionner, de suivre le trend tout en limitant les risques. Donc ça, clairement, plan d'investissement via des ETF sur indice ou sur des actions avec une approche de stock picking importante, parce que ça, on le répète aussi assez souvent, surtout cette année, il faut être très sélectif sur les actions. Là, par exemple, si on veut faire un stock picking action, il faut plutôt aller sur des large caps, des valeurs de rendement, des valeurs qui ont fait leurs preuves historiquement, qui ont un endettement qui est faible. Aujourd'hui, on regarde beaucoup la rentabilité, donc il faut quand même privilégier ce type de valeurs. Regardez aussi le max drawdown, c'est-à-dire que la volatilité doit être maîtrisée. Donc il y a des possibilités, même avec des marchés aussi hauts, mais en étant sélectif et en rentrant via un plan d'investissement de manière maîtrisée. Bon, il faut qu'on parle du complexe crypto, bien sûr. Ça devient incontournable, j'allais dire, dans la palette des classes d'actifs qui s'offrent à tout le monde, et y compris aux particuliers. Sur les cryptos, comment on peut aborder le sujet en matière d'investissement ? Je pense que pour les cryptos, tout est un petit peu amplifié. Le FOMO, attention plus. Tout est au carré. Voilà, sur les exactement. cryptos, on l'a vu récemment. Là, il y a une correction de 10%, plus de 10% en l'espace de même pas 24 heures, après une très forte hausse. Donc, il faut faire très attention, surtout que les cryptos attirent aussi beaucoup des investisseurs plus jeunes, peut-être moins formés, qui sont plus volatiles, exactement. Donc, il faut faire très attention à la volatilité sur ce type de choses au niveau du FOMO, mais il ne faut pas non plus négliger cette classe d'actifs qui est vraiment maintenant comme une classe d'actifs classique. Donc, du coup, je pense que le plan d'investissement, ça se prête bien aux cryptos. Ça s'applique à tout type d'actifs, le plan d'investissement. Surtout qu'il y a des brokers qui proposent maintenant des solutions de plans d'investissement crypto. Alors, pas forcément que sur le Bitcoin, mais sur d'autres crypto-monnaies aussi. Donc, pareil, ça permet de se positionner sur une classe d'actifs diversifiant qui nous intéresse. Alors, attention aussi, la diversification en termes de classe d'actifs. Les crypto-monnaies, il ne faut pas faire un portefeuille 100% crypto. Il faut se positionner généralement autour de 5 à 15% en fonction de son appétence sur cette classe d'actifs et du risque qu'on souhaite prendre. Merci beaucoup Louis, merci pour ce passage en revue des différentes classes d'actifs dans un contexte de marché où tout monte. C'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui. On l'a décrit tout à l'heure, les actions, les indices en tout cas, les cryptos, les matières premières également, on n'en a pas parlé, mais l'or aussi. Exactement, les plus hauts historiques. Oui, c'est ça, support pour les particuliers également. Pour les crypto-sceptiques par exemple, c'est vrai que l'or, c'est un peu... Il y a l'or traditionnel qui existe toujours. Exactement, qui existe toujours et qui performe aussi. Donc ça, c'est une classe d'actifs différenciant. C'est un peu la même approche que pour les cryptos. C'est 5 à 15% en fonction de son profil, exactement. On m'a toujours dit que ça permettait de dormir tranquille, d'avoir un peu d'or dans son portefeuille.
Ou même chez soi. Ou même chez dans- soi ou directement. dans le coffre de sa Oui, banque. c'est- voilà. Merci beaucoup, Louis. En tout cas, merci d'être venu et de venir chaque mois pour cet exercice de pédagogie boursière dans un contexte où, vous l'avez compris, les marchés, sont au minimum optimistes, peut-être même un peu d'euphorie aujourd'hui sur ces marchés boursiers. Louis Yang qui était avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse pour terminer cette édition. Bon week-end, Smart Bourse revient lundi évidemment sur Bismart.